Bonjour et bienvenue sur Europe 1, c'est Sophie Peters. Nous sommes ensemble pour 2 heures de libre antenne jusqu'à 1h du matin durant cette semaine de Noël. C'est un moment un peu particulier, surtout dans notre époque chahutée. Savez-vous que chaque année, le gouvernement français décerne à une cause le label de grande cause nationale. Et ce label a été créé en 1977 et cette année-là, il avait été attribué au comité Espoir pour le cancer. En 2010, c'était la lutte contre les violences faites aux femmes qui avait succédé l'année précédente au don d'organes. Eh bien, figurez-vous qu'en 2011, parmi 3 causes candidates, autisme, accident domestique et solitude, notre Premier ministre François Fillon a retenu la solitude le 23 novembre dernier. Et oui, la solitude. Car près d'1 Français sur 2 dit souffrir de solitude aujourd'hui. Et ne croyez pas qu'il s'agisse seulement des personnes âgées. 1/3 des moins de 25 ans se disent touchés par la solitude contre 28% des seniors. Et 40% des femmes de 35 à 49 ans souffriraient d'isolement contre 28% des hommes du même âge. Allez, encore un chiffre édifiant, 42% du total des ménages français est constitué d'un seul adulte au foyer. Alors, je crois qu'on ne dira jamais assez combien notre société de la performance et de la réussite perfusée au bien-être laisse sur le bas de côté un nombre d'individus qui n'ont toujours pas les capacités physiques, morales ou matérielles de leur autonomie. Et parce que l'attention aux autres fabrique du lien, relie les individus au lieu de les isoler, eh bien, je vous propose qu'ensemble, durant ces nuits qui précèdent Noël, nous rompions un peu de cette solitude en partageant ce que vous vivez, vos difficultés, vos questionnements, bref, tout ce qui vous agite. Alors, la ligne est à vous, au 39 21. Je suis là pour vous aider. C'est Justin et Quentin qui vous accueillent au standard ce soir avec leur gentillesse habituelle et c'est Romain qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 21 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Sophie Peters jusqu'à 1h sur Europe 1. Et nous accueillons Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir Sophie. Merci tout d'abord de m'accueillir. Et puis une pensée pour toutes ces personnes que vous évoquez qui sont en grande précarité. J'en connais quelque chose, pas personnellement, mais voilà, par mes investissements qui sont autres. Et auprès desquels mes petits soucis actuels pourraient paraître dérisoires. Bon, sauf que oui, je vous rassure Jean-Jacques parce que on pourrait tous se dire ça, mais souvent, ce qu'on vit, ça a son importance et c'est toujours délicat de comparer. Voilà, effectivement, on peut dire il y a toujours plus malheureux que soi, mais ça n'aide pas toujours à aller bien. Donc rassurez-vous Jean-Jacques. Voilà, c'est ça la question. Hein. Non, les problèmes qu'on a sont toujours importants pour soi et aller bien, c'est aussi aller bien pour les autres. Alors je vous écoute Jean-Jacques. Ce qui me touche au plus profond de mon cœur, de mon histoire et tout, c'est que j'ai une histoire, je ne sais pas si on peut dire chaotique. Hein. Bon, j'étais marié 2 fois, divorcé 2 fois, j'ai connu une relation d'une dizaine d'années ensuite. Enfin, à chaque fois, c'est pas des histoires fugaces et tout. Et puis à l'âge que j'ai maintenant, je me préserve un petit peu. Et puis je me disais, j'étais un petit peu bordélique dans mes histoires sentimentales. On peut dire ça comme ça, sauf que j'ai jamais voulu tricher, ce qui... Oui, vous avez vécu avec vos passions, vos envies, vos désirs, voilà. Voilà, donc du coup, ça provoque forcément des changements de trajectoire, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis, je me disais, mais au moins, j'ai 4 enfants. Mes 2 filles aînées, ça a l'air de marcher pour elles. Ma fille aînée, elle a 40 ans, la deuxième, elle a 38. Je me disais, pour elles, au moins, ça les a pas dégoûtées de voir comment leur mère respective, parce que j'ai eu des enfants avec deux femmes différentes. Hein. Voilà. Donc je me disais, au moins ça marche. Ça veut dire que on leur a pas tout pourri, quoi. Parce que j'estime que je suis pas seul dans l'affaire. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Et puis
Début de semaine dernière, j'ai appris que ma deuxième fille se séparait de son mari. Celle qui a 38 ans, donc, hein? Voilà, ouais. Exactement, vous avez bien suivi. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, ça bouscule pas mal de choses. Oui, ça vous renvoie. Qu'est-ce que ça bouscule, Jean-Jacques? Dites-moi. Ça bouscule, ça m'étonne. D'un certain point de vue, ça m'étonne pas. Par rapport à l'histoire de votre fille, vous voulez dire? Non, par rapport à l'emprise, mais je ne veux en aucun cas disqualifier sa mère, mais cette histoire avait été un petit peu fabriquée par sa mère, et puis j'ai l'impression qu'elle est en train de s'affranchir de quelque chose, et puis en même temps, je me disais, jusqu'à maintenant, moi je suis d'une famille où on est 5 frères et sœurs. Il y en a pas mal qu'on galéré dans la famille. Jusqu'à maintenant, moi aussi, je faisais le sans faute, quoi. Au niveau de mes enfants, parce qu'au niveau du couple, j'ai été le seul qui... Moi, j'ai jamais pu avoir, entretenir plusieurs relations à la fois. Hein. Donc, je suis assez intransigeant. Oui, c'est ça. Vous étiez avec une femme, puis après avec une autre. Voilà, vous n'avez pas voulu tricher en ayant plusieurs aventures parallèles. Je ne rencontrais pas une femme. Donc, vous étiez avec une autre, c'est ça? J'ai eu une vie très relativement calme et sage, quoi. Mais sauf que j'ai connu plusieurs histoires et pas plusieurs à la fois. Voilà. Et puis voilà, donc elle m'a envoyé ce message que j'ai reçu. Donc c'est votre fille qui vous l'a annoncé ou la maman de votre fille? Ah non, parce qu'avec la mère de ma fille, c'est très compliqué. Très tendu, d'accord. Donc c'est votre fille qui vous l'a annoncé? Oui, qui me l'a annoncé par... Par texto, c'est ça? Par Internet. Par Internet, oui, par mail. J'ai tenté de la recontacter depuis... je n'ai jamais pu. J'ai eu sa sœur aînée ce soir là. Voilà, donc il m'a redonné. Et puis il se trouve que, étant très très investi dans le milieu associatif, j'ai des informations par ailleurs et tout. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Et moi je m'inquiète pour elle parce que vous aviez plus, juste pour que je comprenne, avant cette annonce, entre guillemets, vous aviez peu de relations très proches avec elle ou très suivies? Enfin, le contact était pas... La dernière fois qu'on s'est vu, c'est au mois d'août. Oui, mais vous n'aviez pas de contact très très régulier avec elle? Non. D'accord, vous n'aviez pas une grande proximité? Non, mais ce que j'ai appris ce soir, tout à l'heure, en prenant contact avec sa sœur aînée, elles ont 14 mois d'écart. Donc, très proches, mais... Ce que m'a dit, elle s'appelle Delphine, ma fille aînée. Ce qu'elle m'a dit, mais tu sais, moi, depuis 2 ans, j'ai du mal à échanger avec elle, quoi. Oui, mais elle est peut-être aussi dans une période complexe pour elle, donc elle a peut-être besoin, je sais pas, j'imagine, de rentrer dans sa coquille. Ce qui est intéressant, Jean-Jacques, là vous appelez aussi pour vous. Est-ce que c'est un peu comme si vous sentiez coupable? Il y a une forme de culpabilité par rapport à ce qui arrivait à votre fille aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'entends. Complètement. Mais de quelle sorte? Parce que comme si voyez-vous, dans ce que vous dites, en substance, c'est j'assume les histoires que j'ai eues. Oui, j'ai eu plusieurs histoires, mais chacune les unes après les autres. Voilà, c'est la vie d'un homme avec ses changements, ses rencontres. Et puis finalement, aujourd'hui, votre fille est aussi là-dedans. 38 ans, c'est un âge, près de la quarantaine de tournant de vie. Elle est en train de vivre elle-même un tournant. Et vous sentez tout d'un coup comme si ça vous renvoyait une culpabilité, un échec. Parce que c'est intéressant, vous avez dit tout à l'heure, c'était un sans faute. Nos enfants, on est 5 frères et sœurs, on avait tous fait des sans fautes. Puis finalement, patatras, moi, ma fille se sépare. Comme si... Pas les 5 frères et sœurs de ma génération. Hein. Non. Ah oui. Non, le sans faute, c'était la trajectoire de... Mais en même temps, je me disais quelquefois, c'est trop beau pour... Oui, mais c'est un peu comme si vous jugiez, en tout cas votre fille, comme un échec, alors que vous-même vous dites, vous voyez un paradoxe, c'est j'assume d'avoir eu plusieurs vies sentimentales, et puis ma fille qui est à ce tournant-là, finalement c'est un échec et ça me renvoie à moi, et finalement peut-être qu'il y a eu des moments dans votre vie
ou quand vous avez vécu ces tournants-là, puisque c'est ça que ça réveille, quelque chose comme une culpabilité, un échec, est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas pu, est-ce que vous voyez toutes ces espèces de questions qu'on se pose souvent. Oui, bien sûr. Et ça reste très présent, c'est ça que ça réveille? Ah bah oui, moi je sais que ça m'angoisse, ça me met pas bien. Et puis le problème, enfin pas le problème, mais ce qui me tracasse là aujourd'hui, là ce soir, c'est que donc elle m'a envoyé ce message la semaine dernière. J'en ai pris connaissance jeudi parce que je rentrais j'étais parti ailleurs sur une animation de formation. Donc je prends connaissance de ça, je lui ai répondu aussitôt, dès que j'ai eu ce message, je lui ai répondu, j'ai pas de nouvelles depuis, j'en ai eu un petit peu par sa sœur, mais sa sœur aînée, elle en a eu connaissance elle-même. Il y a quelque chose qui m'inquiète là, parce que elle en a eu connaissance par sa fille aînée, qui en a eu connaissance par un de ses cousins, donc un fils de cette fille qui est en séparation, là. Vous suivez? Oui, tout à fait. Je suis pas confus, ça va? Oui, non, je suis. Voilà, donc Delphine disait, moi j'ai pas réussi à la recontacter depuis, mais Delphine me disait, je savais bien que depuis 2 ans ça ne l'est plus trop fort et tout. Mais en fait, Jean-Jacques, vous sentez un peu exclu, en fait, plus qu'une culpabilité, peut-être. Ouais. Alors là, vous touchez un point douloureux pour moi, c'est que mes deux filles m'ont été... je vais être un peu violent, mais je n'attaque en rien la position des mères. Et mes filles m'ont été confisquées par leur mère il y a 30 ans de ça. Et là, tout d'un coup, cette fille de 38 ans qui se retrouve finalement sans homme, enfin, on ne sait pas, et vous êtes le père, il y a comme une place d'homme là où vous avez envie de prendre votre place de père, j'entends bien, auprès de votre fille. Alors là, vous touchez le point central, le point sensible, oui. Et cette fille, je vais vous dire, Sophie, cette fille, il y a 30 ans, parce que c'est pile 30 ans, 1980, un jour, à l'automne, avant qu'on se sépare matériellement avec sa mère, parce que ça faisait quelques mois que ça déconnait entre nous, mais vraiment au point d'en être dans des actions très violentes, ce qui fait que c'est moi qui ai pris la décision de m'éloigner, parce que moi j'étais menacé avec un couteau, mais je l'avais frappé avant. Voilà, je le reconnais, c'est pas glorieux pour un homme. Comme ça, voilà, l'histoire. Et cette fille, Maria, donc nous disant, à un moment de silence dans un repas, à l'automne 1980, disant, quand est-ce que vous allez divorcer pour que ce soit plus vrai? Donc voilà. Et puis c'est cette fille-là qui maintenant prend cette décision. Peut-être pour que ce soit plus vrai dans sa vie à elle aussi maintenant. Voilà, mais ça je le reconnais, mais ça me renvoie à des tas de choses. Oui, il faudrait peut-être, vous voyez, j'ai le sentiment, Jean-Jacques, qu'il faudrait trier parce que c'est un peu confus. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs éléments. Là, on commence un peu à trier ensemble. Il y a donc un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment d'exclusion. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui s'enquillent là dans ce ressenti où vous êtes mal, mais on voit pas bien en fait la hiérarchie, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui émerge vraiment de cette relation avec cette fille avec votre fille qui a été coupée et dont vous ressentez la nécessité aujourd'hui, où vous avez tout d'un coup vous dites c'est peut-être l'occasion d'être le père de cette femme qui maintenant est seule. Est-ce que vous pouvez pas, je sais pas puisque donc c'était par mail, vous avez donc une connexion avec elle, c'est le cas de le dire. Peut-être vous pouvez lui faire un long mail pour lui expliquer ce que vous me racontez là, lui dire ça me touche ce qui t'arrive parce que je sais que à 8 ans voilà ce que tu as vécu, je sais que ça me renvoie aussi à mon histoire, à mes ruptures, est-ce que tu veux qu'on en parle? Moi aussi j'ai vécu des ruptures dans ma vie d'homme, toi tu vis ta première rupture donc de femme, peut-être qu'on peut
rentrer dans le dialogue ensemble. Je suis prêt à écouter. Ça me ferait plaisir. Parlez-lui de votre émotion, vous voyez, de votre envie d'exister auprès d'elle. Peut-être qu'elle en sera touchée et que elle dira, voilà, enfin, après vous verrez, après c'est la liberté de la relation. Mais là, il y a quelque chose à tenter. Vous voyez, vous avez une porte qui s'ouvre devant vous. Et ça peut être l'occasion pour vous aussi de trier ces sentiments, enfin cette confusion en les mettant par écrit, vous voyez. Puis bon, avec Internet, vous pouvez faire un brouillon, le ranger dans le brouillon, le reprendre 2 heures après. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités de construire ce que vous avez envie de dire au plus juste. Mais en lui parlant avec votre cœur, ça me paraît très important. Essayez pas là, c'est plus, voilà, il y a rien à tricher. Hein. Elle est en train de vivre une rupture sentimentale. Vous en avez vécu. Il y a la rupture aussi, le sujet qui est la rupture entre vous et elle. Et c'est sans doute ça que ça ravive pour vous. Hein. Elle quitte un homme, vous vous êtes senti quitter par vos filles. Enfin, vous voyez, il y a tout ce sujet-là. Mais il y a comme un chantier, si je peux m'exprimer ensemble. Vaste chantier. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques? Vous le sentez de lui écrire ou de... Moi, de toute façon, je lui ai... Parce que pour l'instant, le seul retour par rapport à ce courriel qu'elle m'a adressé, donc il y a une semaine de ça, hein, moi, je lui ai fait état de ce propos qu'elle avait tenu. Je lui dis, ah oui, vous lui avez répondu, donc, ouais. Tout ce que tu me rapportes là me désoriente. Je vous dis approximativement, oui. Approximativement ce que j'ai répondu. Hein. Ce que tu m'envoies me désoriente. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, ce que tu me dis je pense bien que votre décision, parce qu'elle la présente comme décision commune avec son mari, puisqu'ils sont mariés, tout ce que tu me présentes, votre décision, je pense qu'elle est fondée sur de sérieuses raisons qui vous appartiennent. Et puis ça me rappelle, parce qu'elle me parlait que pendant plusieurs mois, elle avait tenté de faire comme si de rien n'était. Je lui ai répondu que le si de rien n'était pas fiable et que, en tout cas, parce qu'ils ont 3 enfants, en tout cas les enfants n'y étaient pas, n'en étaient pas dupes. C'est bien, donc vous avez un véritable échange déjà avec elle. Voilà. Un petit peu tout de même, oui. Oui, vous êtes répondu par mail. On se voit pas souvent, mais on n'est pas dans les faux semblants. Oui, c'est bien. Oui, d'accord. Et puis que je lui dis que tout ce qu'elle me disait me rappelait l'histoire de faire comme si de rien n'était, me rappelait la réflexion d'une petite fille de 8 ans. Ah oui. Une petite fille de 8 ans qui, en automne 1980, avait dit quand est-ce que vous allez divorcer pour que ce soit plus vrai. Et puis, entre parenthèses, je disais Maria, automne 1980. 1980. D'accord. Donc là, vous en êtes où dans ce ressenti? Vous continuez à... moi, surtout... ce que j'ai essayé de lui témoigner, mais je ne sais même pas si elle a eu ce message, puisque maintenant elle est pas perdue dans la nature. Ses enfants sont chez la grand-mère, donc mon ex, avec les choses ont toujours été très compliquées. Mais ça, par contre, je vais proposer une activité pour qu'ils viennent faire quelque chose avec moi dans la semaine qui vient, là. En fait, c'est pour vous que c'est toujours pas clair. Donc, elle est partie chez une amie sur Paris. Moi, je suis en région angevine. Voilà. C'est pas clair pour moi, vous dites? Oui, ce que j'entends là, vous voyez, c'est que vous avez eu donc ces échanges, vous lui avez déjà dit tout ça. Donc, le dialogue, il est tout à fait instauré, et plutôt de bonne qualité, a priori. Moi, je lui ai répondu, mais j'ai pas de réponse, Oui, mais bon, laissez-la là, vous dites, elle est ailleurs, elle est sur Paris, on a période des fêtes, elle voit des gens, Vous voyez, ça c'est le piège des nouvelles technologies, c'est qu'on envoie un mail ou un SMS et on s'attend à avoir la réponse tout de suite, donc si on l'a pas dans 2 heures, dans 3 heures, dans 10 heures, alors c'est... non, on se dit, la personne ne répond pas. Je vais vous dire, Sophie, moi, elle me l'a envoyé lundi dernier, enfin lundi de l'autre semaine,
moi j'étais parti 4 jours animer une formation syndicale. Je suis rentré jeudi soir, je lui ai répondu jeudi soir, elle devait être déjà, comme elle est enseignante, elle devait déjà être repartie ailleurs et tout. Elle avait déposé ses enfants chez sa mère. Bon, c'est le bazar, quoi. Oui, mais c'est le bazar aussi quand vous voyez, quand vous racontez votre histoire, il y a beaucoup de confusion, Jean-Jacques. Donc, je pense que là, il y a peut-être une petite pause à faire, plutôt. Vous voyez, vous avez ce dialogue. Posez-vous pour faire le tri dans ce que vous ressentez. Parce que là, vous mélangez, vous voyez, il y a plein d'incises dans votre dialogue, de détails qui s'accumulent. Là, à un moment donné, s'il serait bon pour vous de poser, voir avec une feuille et un crayon, toute la confusion de vos sentiments, pour prendre un titre de Stefan Zweig, mais ça n'a rien à voir avec votre sujet. Mais voilà, de reprendre cette confusion et de la poser un peu. Et de voir et de ce qui est important, pas important, entre vous et vous, pas entre vous et votre fille. Là, le dialogue existe. Il faut pas tout mélanger, mais il faut rentrer en vous. Avec ma fille, le dialogue, il n'existe pas vraiment, parce que elle m'a annoncé la nouvelle, je lui ai répondu et je n'arrive pas à raccrocher. Ouais. Jean-Jacques, moi je pense qu'il faut que vous, encore une fois, que vous fassiez un peu le tri à l'intérieur de vous. D'accord, Jean-Jacques, et que vous posiez les choses. Ça, ok, oui. Je pense qu'elle est là, la bonne solution. Et puis vous allez trouver une petite lumière au bout du chemin. D'accord, Jean-Jacques ? Enfin, petite lumière au bout du chemin. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète absolument pas. Mais je vous remercie déjà parce que de pouvoir en parler, c'est important. De ne pas être seul avec ça. Et puis, je sais bien que de toute façon, il n'y a pas péril dans la demeure. Non, vous avez bien fait de nous appeler, Jean-Jacques, et puis je vous remercie de nous avoir confié votre témoignage. Bonne chance à vous, Jean-Jacques, et très bon Noël à vous. Au revoir. Et puis nous accueillons Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Sophie. Alors Daniel, vous vouliez réagir aux propos que j'ai tenus en introduction de l'émission sur le thème de la solitude, où je répète qu'elle sera la grande cause nationale en France en 2011. Oui, tout à fait. Je trouve déjà, premièrement, que c'est une bonne chose, et deuxièmement que c'est un peu une contradiction dans notre société où effectivement on est entouré et environné de technologies modernes. Oui, c'est un vrai paradoxe, effectivement. C'est une contradiction, et malheureusement, alors, d'une part, tout le monde n'a pas accès encore à Internet. Je crois que c'est important. Moi, je suis travailleur social et je travaille avec des sans domicile fixe que j'accompagne au quotidien. Mais pas seulement eux, aussi des gens comme vous et moi, j'allais dire, qui sont qui vivent soit en appartement, soit dans leur maison. Je suis originaire de Bourgogne et vivant à Paris. Oui. Et je côtoie, que ce soit dans les TGV ou dans mon quotidien, dans mon environnement professionnel, une profonde solitude qui se marque, j'allais dire, à plusieurs étapes. Tout d'abord, le fait d'être un provincial à Paris, je suis encore un petit peu regardé comme un Gaulois quand je rentre dans une boulangerie et que je dis bonjour. J'ai l'impression de détonner, excusez-moi du terme. Ensuite, effectivement, on a des journaux gratuits le matin, mais à contrario, chacun est plongé dedans, et quand on prend le métro et qu'on bouscule pour le voisin, il n'y a même pas le pardon. Oui, c'est un grand moment de solitude, le métro à Paris. Profondément. Oui. Peut-être un peu moins dans le bus, mais quoique, je mets des bémols là. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, plutôt une bonne chose, si il faut rendre hommage à tous les bénévoles qui se dévouent au quotidien et qui répondent. Je ne vais pas faire de pub, mais bon, c'est des associations. Oui, vous avez raison, parce qu'en fait, dans ce que j'ai pas expliqué, c'est dans ce label de grande cause nationale, en fait, j'explique juste pour vous et puis les auditeurs, c'est que ce label est décerné, en fait, à donc un collectif d'associations qui vont recevoir une enveloppe pour permettre de faire des spots à la radio et sur les chaînes de télé, entraînant débats, émissions, lobbying. Donc c'est le principe de la cause nationale où l'État débloque des fonds pour aider justement les associations à promouvoir cette cause, pour aider les gens, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Que ce soit SOS Amitié ou SOS Suicide, ce sont des associations qui existent, qui sont anciennes dans le
dans la panoplie du tissu associatif. Et à contrario, quand on observe un petit peu l'actualité, bon, c'était encore vrai hier dans Paris, où une dame est décédée dans le 11e arrondissement toute seule. C'était il y a quelques jours dans ma région, à Mâcon, où on a découvert quelqu'un qui était mort depuis plusieurs mois. Oui, c'est malheureusement, et vous le rappelez très bien, une réalité quotidienne. Oui, et quand on parle de solidarité et de proximité, parce que je crois que c'est deux mots qui vont bien ensemble, mais malheureusement, alors c'est aussi un mea culpa de chacun d'entre nous. On ne sait pas ce qui se passe dans la maison d'à côté ou dans l'étage supérieur. C'est parce que les gens, malgré tout, sont stressés de par leur boulot, quoi, évidemment. Oui, alors il n'y a pas que ça. Il y a, je sais pas si vous connaissez, une psychiatre assez connue qui s'appelle Marie-France Irigoyen, et elle avait écrit un livre qui a fait date sur le harcèlement moral. Et puis elle a écrit très récemment un nouvel ouvrage qui s'appelle Nouvelle solitude. Et elle explique en fait que dans une société où on porte l'esprit de compétition, la perfection au nu, voilà, que c'est très très important d'aller bien, d'être heureux, le bien-être. C'est qu'en fait, d'être beau. Donc les gens ont énormément de mal à porter le regard sur plus désirité qu'eux-mêmes, on va dire, ou plus en difficulté, parce que ça crée une angoisse insupportable d'une relation qui pourrait être imparfaite. Ils ont peur que ça leur plombe le moral, de pas y arriver. Vous voyez, donc il y a une espèce d'enfermement en soi, en se disant bon, c'est déjà assez dur pour moi de cravacher, donc j'ai pas envie de me laisser pénétrer par la souffrance de l'autre, ses difficultés. J'ai déjà assez avec les miennes. Donc il y a une espèce d'individualisme qui confine au fait de rester fort, et du coup d'avoir peur que la faiblesse de l'autre nous entraîne dans les tréfonds de notre propre faiblesse. Or finalement, elle est là, notre force. Elle est justement quand on accepte d'avoir accès à sa propre faiblesse et de tendre la main vers le plus faible. On se rend bien compte que la force qu'on tire, c'est dans la main tendue, c'est dans le don. C'est pas dans le repli sur soi. Et vous qui êtes, travailleur social, j'imagine que vous le touchez du doigt tous les jours, cette situation. Oui, tout à fait. Mais les gens ont pas, vous voyez, beaucoup de gens qui sont dans un idéal de perfection, de compétition, ont peur de se laisser entraîner dans l'abîme, et donc c'est une protection. C'est plus que le fait de pas vouloir, vous voyez, c'est pas que l'autre les intéresse pas, c'est qu'ils cherchent à se protéger d'abord. Oui, tout à fait, mais à contrario, il y a quand même, parce qu'il y a des aspects positifs et négatifs. Bien sûr. Il y a quand même des expériences, je pense notamment au système d'échanges locaux, au CEL, qui permettent au réseau d'échanges réciproques des savoirs, qui permettent à des gens de se retrouver, et du don contre don, quoi. Oui. Par exemple, moi, je sais faire de l'ordinateur, mais je ne sais pas réparer ma machine à laver, par exemple. Oui, c'est de la coopération, c'est de la solidarité à travers de la coopération, oui. Tout à fait, et qui n'est pas monnayable, si vous voulez, au niveau financier, comme on a trop l'habitude de le faire. Vous avez raison, oui, mais c'est tout à fait juste. C'est dans ce genre d'économie du don, il y a un philosophe, sociologue assez célèbre qui va travailler là-dessus, qui s'appelle Mauss, et il avait expliqué comment le don dans les tribus indigènes, ancestrales, crée le lien, la solidarité. Elle est là. Elle est quand il n'y a plus d'économie matérielle. Alors, je crois qu'il existe quand même des lueurs d'espoir, et surtout oui. L'année 2011, puisqu'on rentre dans une période de vœux, et il y a soit des aspects positifs, et je n'oublie pas, quand je vous écoute, non plus tous les gens qui sont dans des milieux reclus. Alors c'est aussi bien la prison, c'est aussi bien les centres de rétention, où il y a des gens qui souffrent de l'isolement, peut-être un peu plus que dans... Vous avez raison. Et qui trouvent, moi pour en avoir discuté auprès des personnes que je fréquente, qui se rabattent sur la radio, et de surcroît la nuit, on a plus de temps pour réfléchir, quoi. Et malheureusement pas pour échanger en ce qui leur concerne, mais pour se retrouver avec d'autres en méditation. Oui, c'est vrai, Daniel, et je suis très touchée par ce que vous dites ce soir à l'antenne, parce que c'est un peu comme ça que je conçois cette émission, comme un partage en fait, comme quelque chose de chaleureux, où voilà, on est ensemble, on se parle, on s'écoute, on communique au vrai sens du terme.
Et on prend le temps. Moi, en tant que travailleur social, je préfère travailler la nuit, car d'une part, j'ai beaucoup moins d'appels téléphoniques et je m'en excuse de mes collègues. Et moins surbooké. Et là, je prends vraiment le temps. Et parfois, j'ai eu des surprises à discuter même philosophie avec des gens qui étaient à la rue et qui m'ont beaucoup apporté. Ah oui, c'est formidable, oui. Moi, je ne pouvais qu'apporter qu'une soupe ou qu'un logement temporaire, parfois, et que de par leurs expériences, un multiple, eh bien, c'était d'une profonde richesse. Oui, c'est formidable votre témoignage parce que beaucoup de personnes toujours dans les systèmes de force et de compétition n'entrevoient même pas ce que les gens les plus démunis et les plus faibles peuvent leur apporter. Et vous l'exprimez très bien. Et ça me paraît très important de le dire. Oui, il me semble important de temps en temps si effectivement, parce que on peut se lamenter. Hein, moi, le premier, j'écris par rapport aux gens qui me disent pas bonjour. Et à contrario, moi-même, j'ai aussi des comportements qui sont parfois pas en adéquation avec ma pensée parce que je stresse d'arriver en retard, parce que j'ai peur d'arriver à un rendez-vous, vous voyez, etc., quoi. Bah, vous restez humain, tout simplement. Hein. Tout simplement, ouais. On n'est pas des êtres parfaits. Et qu'on est très vite rattrapé aussi par nos petites préoccupations du quotidien. C'est vrai, ouais. Voilà. Je tenais à vous remercier au nom de celles et ceux qui ne peuvent pas, et qui nous écoutent sans doute, qui ne peuvent pas vous appeler. Merci à vous, Daniel. Merci parce que ça me fait très plaisir d'avoir eu cette discussion avec vous et c'est un très joli témoignage d'espoir pour tous ceux qui nous écoutent. Merci encore. Très bon Noël à vous. Très belle soirée. Merci, Daniel. Merci, au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis, je reçois beaucoup de SMS ce soir sur la solitude. Alors, Tony nous dit, c'est vrai, la solitude, c'est l'un des plus grands fléaux de ce siècle moderne. C'est un mal et c'est la mère de la folie. Et à chacun d'agir pour changer. Bah oui, merci Tony. Et puis, Jean-Paul qui dit, la détresse des autres nous enrichit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis, j'ai un autre SMS, mais là, il n'est pas signé. La solitude est un sentiment qui touche toutes les sphères sociales, un sentiment distinct de l'isolement effectif, c'est vrai. Et puis voilà, Claire qui nous dit, Chérian disait combien la souffrance est toujours insupportable pour celui qui la vit. C'est pourquoi on ne peut pas la hiérarchiser. Donc, ce thème de la solitude, on accueille André. Bonsoir André. Bonsoir. Oui. Voilà, j'ai 90 ans. Oui. Je suis veuve depuis 1959. Vous voyez, j'avais l'aîné de mes 3 enfants avait 12 ans. J'ai élevé tout seul, mais ça, c'est pas un problème. La solitude, de mon âge, je pense que ça me pose un problème, pas pour moi, mais pour mon fils aîné. Oui, qui a quel âge, votre fils aîné ? Il a 62 ans, et il y a 36 ans. En rentrant du travail, il a trouvé la maison vide, la fille, le bébé partout. Bon, c'est tout. On s'est bagarré pour avoir la petite fille. On était loin de Paris. Enfin bref, ça c'était compliqué. Il y avait les avis du docteur tous les 15 jours qu'elle avait une angine, qu'elle ne pouvait pas venir voir avec son père. Bref, c'est douloureux. Je me dis qu'au lieu de chercher à nous prolonger inutilement et pour je sais pas quelle raison la vie, quand on voit que je ne sers à quoi, je vais vous dire, je n'y vois plus. Je ne peux plus ni lire, bien sûr, ni coudre, ni lire mon courrier, ni quoi que ce soit. Je ne même peux plus écrire une adresse sur une enveloppe, ni remplir un chéquier. À quoi ça sert de prolonger cette souffrance, alors que on devrait tout mettre en œuvre pour nous inciter à nous pencher sur les autres, puisque nous n'avons rien d'autre à faire qu'à penser. Alors, penser, je me souviens des années, plus de 30 ans, je n'ai jamais accepté qu'un soir de Noël, sortant de la messe de minuit, dans la joie, l'effervescence et toute la fête, on laisse partir seules des personnes seules qui rentraient chez elles. Où c'est tellement douloureux après la fougue, la joie bien normale et bien légitime de tout le monde, de rentrer seule dans le noir et tout. Et j'ai toujours accueilli à ma table, seule avec mes enfants, 3-4 personnes qui étaient seules, y compris le dimanche,
Et c'est tout, avec la place du pauvre qui était réservée pour qui passerait. Oui, c'était une très jolie tradition. C'est magnifique votre témoignage, André. Ouais. Pourquoi maintenant ne lance-t-on pas un appel au lieu de parler de la solitude, de parler de notre responsabilité en tant qu'accueillant? Oui, mais parce que les gens ont peur. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que accueillir un pauvre à sa table, ça fout la trouille parce que beaucoup de gens se disent ça peut être moi demain et j'ai peur de ça. Ça peut être moi demain, mais si une main m'est tendue, c'est une grande joie. Oui, et une grande force aussi, parce que du coup, ça enrichit dans la relation. Bien sûr. Et je suis sûre que vous avez fait des très belles rencontres, André, ces soirs de Noël, et vos enfants aussi. Et ils nous apportent quelque chose. J'ai perdu ma fille il y a 2 ans, je l'ai appris par téléphone qu'elle était morte. Et on l'a trouvée morte sur son lit. Bon, et c'est tout. Alors là, vous avez des amis, et c'est vrai, vous avez beaucoup d'amitié, vous avez beaucoup, mais c'est solitude. Mais j'ai pensé à ce moment-là aussi que c'était très douloureux pour moi, perdre ma fille. C'est tout. Mais je me disais aux mères qui perdaient leur fils en Afghanistan et ailleurs sur les champs de bataille, est-ce que c'était pas pire encore de savoir comment c'était fini ça? On finit par ne se regarder dans un miroir toute la journée en disant il me manque ceci, il me manque cela, il me manque tout. Mais non, ce qui nous manque, c'est l'amour des autres. Celui que nous pouvons donner, il n'y a que ça de vrai. Oui, vous avez raison, André. Ça me touche beaucoup. Enfin, je trouve ça très émouvant, votre témoignage, parce que à force de se regarder un peu trop à l'intérieur, on en oublie de regarder les autres. Voilà. Alors, c'est une grande source de joie de regarder les autres. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire quelques instants pour ne pas prendre le micro aux autres. C'était l'histoire avec entre un rabbin et qui explique un texte pour l'égoïsme. Il dit, regardez cette vitre. À travers la vitre, qu'est-ce que vous voyez? Alors, on répond, on voit la rue, on voit les autos qui passent, les gens, les piétons, la police, un camion, un autocar. Bon, très bien, vous voyez ça. Et bien maintenant, derrière cette plaque de verre, je vais mettre de l'argent. Du thym, dirions-nous, Et maintenant, que voyez-vous? Eh bien, je me vois moi, c'est tout. Or, l'argent m'a empêché de regarder l'autre. Et c'est bien dommage parce que l'autre a tant de choses à nous dire. Si on a le temps de l'écouter, puisqu'on n'a plus que ça à faire, de l'écouter, on peut passer, ne serait-ce qu'à le déranger peut-être, mais pour lui porter une revue en lui disant peut-être vous trouverez 5 minutes moins longues à vivre seul. C'est Noël, est-ce qu'on ne peut pas offrir une petite bougie à chacun pour la mettre sur une fenêtre qui est un petit quelque chose qui coûte rien quand on pense à l'argent qu'on va dépenser pour en jeter la moitié demain, et puis qu'avec rien on pourrait faire plaisir à quelqu'un, non pas à quelqu'un qui tend la main peut-être, mais à quelqu'un qu'on a deviné. Je vais vous dire, il nous est arrivé un gros problème il y a 3 semaines, de nous trouver à la sortie d'une visite chez un ophtalmo. Je devais en sortir à 16h45, 17h. L'ophtalmo avait 2 heures de retard sur ses rendez-vous. On avait bien garé la voiture dans un passage qu'on connaît, dans une ville de province. Et quand on est sorti, il pleuvait à torrent. La voiture était bien là, mais la grille était fermée. Et on s'est trouvé tout seul, avec un vieux prêtre de 84 ans, et est venue vers nous une jeune fille, je pense antillaise, parce que je n'ai pas bien vu. Il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a traversé la rue, elle a dit, messieurs, dames, vous avez l'air en peine, que puis-je pour vous? C'est merveilleux, merveilleux. Elle est venue vers nous, alors on a expliqué la voiture, le prêtre qui était avec moi est atteint d'un maladie d'Alzheimer. Alors on a dit, peut-être il ne sait plus où il a mis la voiture, enfin on lui a demandé d'appeler la police. La police est venue, elle a donné une adresse comme ça, j'ai dit c'est trop loin, ça fait 4 kilomètres, je connais bien la ville. Elle ne connaissait pas le carrefour d'elle parlait. Bon, elle nous a accompagnés sous la pluie 3/4 d'heure. Nous sommes restés à marcher sous la pluie. Et elle aussi, elle était grande et jeune. Elle faisait de grands pas. Et nous, des tout petits. On s'est trouvés assis dans cette ville, dehors, sous la pluie battante. Il y a 3/4 d'heure sous la pluie comme ça. Mais ce sourire de cette jeune fille, ça n'a pas de prix. Elle n'a pas voulu me dire son nom. Elle m'a dit, on m'appelle Mimi. C'est mignon. Je ne sais pas où elle est ni rien. Mimi comme mignon. Mais quelle générosité. Alors à longueur de journée, on nous raconte les méfaits des uns des autres. Et ça, pourquoi on n'en parle jamais de la bonté des gens?
Oui, la bonté des gens. Et ce joli sourire de Mimi dont vous parlez. On voit la scène quand vous la racontez, André. Formidable. Elle est très jolie, votre histoire. Et voilà, c'est qu'il faut y croire. Nous ne croyons pas assez à l'amour l'un pour les autres. Et il y a ce chant qui disait, ce chant disait autrefois, c'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on pousse la misère à reculer plus loin. C'est Noël chaque jour, car Noël, mon frère, c'est l'amour. Alors c'est ce que je vous souhaite à vous tous et à tous les auditeurs. Oh André, c'est tout à fait merveilleux ce que vous venez de nous réciter. Quel joli poème. J'ai plein de messages qui arrivent pour vous que je vais vous lire parce que Cathy qui dit « Vous ne voyez plus mais vous entendez la détresse de l'autre ». Et puis Jean-Paul qui dit « André, vous voyez avec votre cœur magnifique ». Et puis alors il y a aussi quelqu'un qui est bénévole dans une association et qui dit que si vous aimez la lecture, il vous conseille l'association Audiolivre qui est gratuit et où on vous lit gratuitement des livres audio. Ça pourrait être quelque chose de... Oui, je vous remercie. Merci. Merci de cette pensée qui vient du cœur aussi. Merci. Oui, mais André, merci encore de nous avoir appelés ce soir pour nous parler de ce très beau témoignage. Vous savez, quand vous aurez accueilli un passant, il nous est arrivé un fois un Marocain qui est arrivé demander quelque chose à la maison. Et il y avait la place libre, puisqu'on la gardait toujours. On en était au café. On fait un soir et tout. Vous savez, il ne nous a pas convertis à l'islam, on ne l'a pas converti à la religion catholique. On a eu le plaisir de lui dire bonne fête, c'est votre fête aussi à vous, et voilà. Oui, passer un moment ensemble, en fait. Et je pense que pour cet homme qui était loin de chez lui et tout, c'était un petit coin qui pouvait s'ouvrir où au fond de la tasse de café, il y avait un peu d'amour. Vous allez aller... qu'est-ce que vous allez faire pour Noël, André, là, le 24 au soir ? Eh bien, le 24 au soir, je vais dire, j'espère que mon fils pourra venir de Paris. De l'Aigle Rose exactement, ça sera ma joie. Et puis on voudrait aller à la messe de minuit qui a lieu à 17h, non, 19h. 19h, oui, ça me paraît plus raisonnable pour vous, André. Voilà, si quelqu'un peut nous aider, nous accompagner, parce que c'est difficile, l'abbé ne peut plus beaucoup conduire à 84 ans, et c'est pas prudent pour lui et pour les autres. Et votre fils pourra s'occuper de vous ? Alors, mon fils m'aidera, mais je lui ai demandé qu'il n'oublie pas d'apporter son permis, mais je ne sais pas s'il l'oubliera pas, enfin, mais s'il n'y a pas ça, je demanderai si on peut y aller, puis si on n'y va pas, il y aura la messe le lendemain à la télévision, faire cela aussi, et puis c'est tout. Et puis après, j'ai demandé, vous voyez, 3 boudins. Je sais que mon fils les aime bien, avec des compotes de pommes. Et puis, avec ça, j'ai demandé des petits fours, parce qu'une bûche, à notre âge, on a toujours peur de celle qu'on va faire dans la neige. Alors, c'est pas la peine d'en avoir une sur la table. Et puis, on a essayé de partager un petit peu avec les petits frères des pauvres, avec les secours catholiques, avec des œuvres comme ça dont on reçoit souvent des appels. Parce que ce qui est le plus dur pour moi, c'est d'être obligé de répondre non à beaucoup d'appels. Ça, c'est très dur. Oui, c'est dur. De sentir que vous n'avez plus toute la force que vous voudriez donner. Et voilà. Mais vous voyez, André, là, je continue à recevoir des messages pour vous. Et là, rien que votre appel de ce soir, vous faites énormément. Vous n'en avez peut-être pas tout à fait conscience à l'antenne d'Europe 1 ce soir, mais c'est très important, là, de tout ce que vous venez de nous dire. Il y a Galia qui dit « Je voudrais souligner toutes les valeurs qu'André est en train de décrire à l'antenne. Ce sont des choses qu'on oublie et que l'on ne réactualise pas vraiment aujourd'hui. Cette façon de voir les choses et de les penser, j'ai l'impression que c'est en train de passer. Il faut pourtant garder tout cela. » Il y a Galia qui est en ligne. On va essayer de l'accueillir parce que je crois qu'elle sera heureuse de vous saluer, André. Galia, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, Galia. Merci pour votre message. Et c'est bien que vous puissiez peut-être dialoguer là quelques instants avant le journal avec André. Bonjour André. Bonjour Galia. Bonsoir, pardon. Je voulais vous dire que moi j'ai été élevée par ma grand-mère et j'ai 30 ans. Et ma grand-mère s'appelait Adrienne et ne supportait pas son prénom. Il se faisait toujours appeler André. Oui. Et quand j'ai entendu ce nom, j'ai pensé à vous. Et j'ai pensé à toutes les valeurs que cette personne m'avait éculé. Et dans ce que je dis, je ne veux absolument pas renier les gens de nos parents, les gens de 40 ans, 50 ans, mais il y a tellement
une façon de ce que vous dites, d'écouter les autres, de prendre le temps, de réfléchir, de penser à autre chose que de s'acheter des meubles ou il y a quelque chose que je reconnais dans l'éducation que j'ai eue, et quand j'ai entendu ce que vous avez dit, je me suis reconnue, j'ai reconnu l'éducation que ma grand-mère m'a donnée. Oui. Et je voulais vous dire, continuez d'être ce que vous êtes. Et j'avais envie ce soir d'avoir une pensée pour ma grand-mère, qui s'appelait aussi André, comme vous, et qui, je pense, toutes les deux, vous êtes des personnes incroyables. Oh, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Et merci pour l'émission. Oui, merci Galia. Oui. Parce que cette émission, le soir, moi, je le regrette de ne pas en avoir le samedi, vous voyez, le dimanche. J'en souffre. On en parlera au repas. C'est bien. Moi, j'ai été élevée avec la radio. Je n'ai jamais été élevée avec avec la télévision. Ouais. J'ai passé les soirées à écouter la radio avec ma grand-mère. La nuit, vous m'avez rappelé, je peux vous dire ce soir, des souvenirs mais magnifiques. Je vous remercie, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci Galia, vous aussi, très belle fête. Merci de nous avoir appelés. Et puis André, juste avant de vous quitter, avant le journal, j'ai encore des très jolis messages qui arrivent pour vous et que j'ai envie de vous lire. Alors voilà, quel merveilleux témoignage, quelle leçon, quelle intelligence, quelle clairvoyance. Et puis André, vous êtes une très belle âme, vous me bouleversez, je vous embrasse. C'est la fée Dragée qui vous envoie ce message. Et puis encore Valérie qui dit: quel témoignage André, vous avez le cœur sur la main, vous avez peut-être vu un ange qui est venu vous aider sur la pluie. Non, et puis beaucoup de chance. voilà, et puis j'ai gardé le message de Coco pour la fin parce que c'est celui que j'ai envie de partager là tout de suite avec tout le monde à l'antenne. C'est André, vous êtes formidable. Alors bravo André, merci. Allez, bon Noël à tous, bon Noël, je vous embrasse André. Et puis si vous rencontrez quelqu'un même sous la pluie, on l'accueillera. Et dans le studio d'Europe 1 aussi. Bonsoir Merci. André. Merci bonne nuit. beaucoup. Au revoir. Voilà, il est minuit 8 sur Europe 1. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 21 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions ou auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Justin et Quentin. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et on accueille Claudine. Bonsoir Claudine. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. J'ai carrément la trouille de vous parler. Oui, c'est normal. Mais vous vouliez nous parler de la solitude et de la détresse. Hein. Oui. Ça va passer vous voulez réagir aux propos qu'on a tenus pendant la première heure. Oui. Ma grosse voix, je suis transsexuel, alors c'est pour ça que j'ai toujours encore ma grosse voix. Voilà. C'est dommage, mais pour l'instant, j'y peux rien. Oui. Je vais commencer des séances d'orthophonie que j'ai pas pu continuer parce que faute de temps. Mais comme vous parliez de solitude, j'avais envie de vous appeler parce que
Mal d'amour. Oui. Et à punaise, je sens mes larmes qui vont. Oui. J'ai un boulot hôtesse d'accueil dans une boîte téléphonique. Et puis je vois, on va dire qu'on est pratiquement comme, sans bafouiller, je vois des couples, voilà, plus exactement, je vois des couples qui passent devant ma baie vitrée, puisque je travaille dans une loge, enfin bref, il y a des baies vitrées, il y a des sas, il y a des portes électroniques, il y a des trucs comme ça. Et puis, chaque fois que je les vois, je pleure. Quand vous voyez passer des couples, oui, c'est parce que c'est des couples qui s'aiment vraiment terriblement. Oui. Et ces gens-là ont été victimes d'incompréhension, de mesquinerie, de jalousie, de toutes sortes de choses avec leurs compères et non moins collègues, de sa part à lui et de sa part à elle, enfin surtout de sa part à elle, parce qu'elle travaille avec beaucoup dans une équipe féminine, quasiment que féminine. Donc il y a beaucoup de jalousie autour de ce couple. Oui, énormément. Et puis donc je sentais mes émotions qui montaient énormément. Et donc chaque fois que je parle de ces gens-là, je pleure. Et ensuite, j'ai aussi un autre couple qui, eux, restent dans une discrétion plus pointue parce que ils n'ont pas envie de subir trop les assauts de ce que les autres ont subi. Et puis, en même temps, j'ai plus ou moins quelqu'un qui aimerait bien qu'on ait une relation ensemble avec vous. Oui, une relation, une relation ensemble, oui, pardon. Et puis c'est quelqu'un qui finalement est assez, très indépendant, mais en même temps ne dévoile quasiment rien de lui. Et puis malgré qu'on ait quand même énormément de points communs. C'est-à-dire que moi, dans mon ancienne vie, j'étais plutôt fétichiste et puis tendance exhibitionniste aussi, d'ailleurs. Et jusqu'au moment où ma vie a changé, puis là, je me suis aperçu des dangers auxquels je m'exposais sans cesse pour satisfaire une espèce de besoin qui n'était finalement que virtuel, quoi. Ça se traduisait concrètement par une masturbation, mais c'était au bout d'un moment c'était laborieux, voire même inutile d'en arriver là. Et pourtant fallait le faire. Mais en même temps, d'un seul coup, je me suis aperçu vraiment du danger que j'encourais à chaque fois que je m'exposais à ce truc. Et puis en même temps, après ma transsexualité, c'est beaucoup plus prononcée, mise en place. Et puis en même temps, mes émotions ont pris le dessus qu'auparavant, quand j'étais dans l'ancienne vie, je n'arrivais pas vraiment à m'émouvoir, on va dire, et facilement, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intense. Et dans cette histoire-là dont vous parliez donc avec cette personne, elle est moins dans l'émotion que vous, c'est ça ? Ah oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a déjà dû vivre quelque chose d'assez rude dans sa vie, avec des ruptures conjugales assez pas dramatiques, mais très dures à vivre, quoi. Et puis donc quelqu'un qui vit dans un détachement total, quoi. Et en même temps partage plus ou moins sa vie avec une femme également, et puis plusieurs passions
de sport, de nature. Alors moi j'aime bien ça aussi, mais j'aime beaucoup la nature aussi d'ailleurs, mais le problème c'est que on navigue sur des décalages horaires vachement importants, parce que moi je travaille beaucoup la nuit, c'est-à-dire l'hiver dernier j'avais eu envie d'écrire mon bouquin, et puis là depuis 3 mois, 4 mois, ça va faire 3 mois passés déjà, ouais. Je n'arrête pas de peindre, enfin je dessine plus exactement. C'est une autre activité artistique que l'écriture. Mais en fait, je la fais beaucoup la nuit. Et puis forcément, donc les week-ends, je me lève à des heures pas possibles l'après-midi. Alors que lui, il va se lever beaucoup plus tôt le dimanche. Mais ça, si vous voulez, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre actuellement chez lui, parce que lui ne veut pas me recevoir chez lui. Et moi, pour l'instant, j'aimerais bien le recevoir chez moi, mais je ne peux pas non plus, parce que j'aimerais bien déménager dans Paris, notamment. Et puis, pour l'instant, il y a une situation complètement loufoque et bloquée, qui fait que je ne peux pas bouger d'ici, quoi. Et alors, du coup, tant que j'ai pas mon appartement, on peut pas mettre en place cette relation. Et puis. Mais Claudine, tout ce que j'entends depuis que là vous m'avez appelé, oui, non, pas du tout, mais comme ça part dans à la fois cette histoire, mais aussi vos émotions. J'ai surtout le sentiment en vous écoutant que ce qui vous encombre le plus, c'est toutes ces émotions qui remontent et dont vous savez pas très bien quoi faire entre ce couple que vous voyez, voilà, ouais. et ce couple que vous voyez, vous dites voilà, j'ai envie de pleurer, puis vous avez commencé à détresse, il y a cette histoire-là, il y a vos changements de vie, vous dites aujourd'hui j'ai beaucoup d'émotions et qui arrivent, et puis je sais pas très bien quoi en faire, je sais pas très bien les gérer, les cadrer. Alors j'imagine aussi que vous avez vécu beaucoup de changements physiques dans votre corps, et que du coup il y a vous voyez, il y a comme des petits réglages à opérer, mais en même temps peut-être que vous pourriez repérer à quel moment ces émotions vous encombrent, à quel moment elles ressortent, à quel moment elles sont plus fortes, pour pouvoir les ancrer, vous voyez, les repérer. Un peu comme on fait du repérage, vous voyez, sur le terrain, de dire là, quand je sais que quand je vois ce couple, ça me donne envie de pleurer. Là, quand je suis avec cet ami qui me plaît bien, il y a ça qui monte en moi. Il y a mon ancienne vie, il y a mon changement, il y a tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à poser, à trier là, non? Oui, certainement, ouais. Oui. C'est-à-dire que j'avais tendance à mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Je commençais à manquer de patience, parce que c'est vrai que lui, j'aimerais bien le voir beaucoup, et puis quand on se voit, c'est furtif, ça dure 3/4 d'heure, 1 heure peut-être, et puis ça s'est fait qu'une fois. Oui, mais il faut laisser le temps, les choses se faire, et puis vous aussi le temps de vous caler, vous, dans votre nouvelle vie, votre nouveau corps, voyez, caler vos émotions. C'est bien que ça aille pas. Ça veut pas dire, vous voyez, on peut avoir très envie que ça aille très vite, et puis pour autant, ça peut être bien que ça n'aille pas trop vite. Oui, de toute façon, c'est vrai qu'il faut pas aller plus vite que la musique, et puis que, comme je suis musicienne, alors je connais un rayon. Oui, non, faut pas aller plus vite que la musique. Ouais, je crois. Prenez votre temps, Claudine. Hein, prenez le temps d'exister tel que vous êtes maintenant. Ah ouais, c'est-à-dire que si vous voulez, professionnellement, par exemple, c'est un paradis du bonheur. Je vois que des gens gentils autour de moi, tout, c'est vachement génial, quoi. Mais à part ça, il y a des moments, je pense à lui, puis je désespère, quoi, parce que je me dis, c'est pas possible, que ça fait longtemps on a une correspondance qui date depuis plus d'1 an, je sais pas combien exactement, mais et puis petit à petit, des affinités se sont instaurées dans nos courriers,
Et puis ensuite, c'est vrai que moi j'ai eu tendance à me lancer un peu plus dans des dans des imageries. J'ai eu tendance dans des fantasmes, quoi. Oui. Mais Claudine, fantasmes, mais c'est des... Non, enfin, dans un imaginaire, oui. Ouais, mais rêves, parce que, oui, quelquefois, quand on n'arrive pas à vivre ce qu'on voudrait vivre, alors on se réfugie dans un imaginaire qui nous permet de mettre en œuvre ce qu'on espérait. Il y a des fois, si vous voulez, je vais lui écrire 20 pages, des fois 30 pages, avec que de l'imaginaire dedans, quoi. Puis finalement, ça va pas vraiment pouvoir se réaliser parce que lui il est pas vraiment, pas tout à fait, voire même je pense carrément pas du tout libre dans sa vie, et ça fait une espèce de double vie, et c'est pas... Ouais. Mais écoutez Claudine, moi je crois que là, au point où vous en êtes, il faut laisser un peu le temps passer, hein, le temps au temps, et puis voilà, pas vous son mal en patience. Voilà, pas vous précipiter. Non, pas forcément le mal en patience, mais voilà, vivre cette relation avec tout ce qu'elle comporte, mais en lui laissant le temps de se construire pas à pas. Voilà. Mais merci Claudine. Hein, c'est moi qui vous remercie, parce que surtout que moi c'est plutôt narcissique par rapport à ce que les gens viennent de dire à la radio là, tout à l'heure. La dame de 84 ans, là, j'ai pas vraiment compris parce qu'il fallait que je coupe le son de la radio. Alors j'ai entendu que au téléphone, mais je n'entendais pas très bien. Mais je crois qu'elle a dit des grandes choses oui, elle nous a dit des grandes et très belles choses, André, sur le fait d'accueillir l'autre. Et puis là, j'ai un message qui vous concerne. Là, il y a Eridan qui vous dit il y a un grand pulse en vous, mais je vous assure que toutes les émotions humaines y sont. Alors, bon courage à vous, Claudine. Merci de nous avoir appelés. Merci, bonsoir et bon Noël à vous. Oui, merci beaucoup. Et vous savez qu'on est du même signe astrologique, parce que moi je suis du 7 et vous êtes du 17. Oh bah dites donc, Claudine, vous avez une bonne mémoire. Alors vous étiez là au mois d'août. Bien sûr. Et je vous écoutais. Et puis alors c'était vraiment... c'était vachement touchant et émouvant. Et je me rappellerai toujours du 17 alors. Ah oui, tout le monde avait été sympa. Voilà, on avait fêté mon anniversaire, c'était très sympa. Merci Claudine, merci à vous. Bon Noël, bonne soirée. Merci. Alors, on va dire qu'en printemps prochain, vous allez recevoir un petit cadeau, on va dire ça comme ça, dès que ça sera sorti. Bon, écoutez, merci à vous Claudine, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Noël, et puis, bon Noël Claudine. Et puis plein de bonnes choses encore. Vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Alors, les témoignages aussi des auditeurs, ça nous regarde, comme dirait Yannick Noah. Alors, Claudine, si vous nous écoutez encore, il y a le témoignage, il y a Valérie qui vous dit quelle sensibilité, vous êtes à fleur de peau, quelle tristesse, faites-vous aider en parlant à une bonne oreille, un professionnel ou une bonne âme qui peut vous comprendre, vous aider, vous guider dans votre nouvelle vie de femme. Bon courage. Et puis pour André qui était avec nous juste avant le journal de minuit, il y a Frédéric qui dit je tenais à dire à André combien son témoignage m'a bouleversée. À la veille de Noël, je suis en train de me séparer du papa de ma petite fille de 3 ans, après 9 ans d'amour et malheureusement de souffrance, et je ne vois que mon reflet dans le miroir. Il faut que j'en enlève le teint. Merci André, un très joyeux Noël à vous. Vous êtes formidable. Voilà, et puis nous accueillons tout de suite Simone. Bonsoir Simone. Bonsoir Sophie. Déjà, je tiens à dire merci d'avoir pris mon appel. Et ce soir, j'écoute votre émission depuis le mois de juillet, très exactement, de cette année seulement, mais je le regrette beaucoup parce que je témoigne que c'était une émission formidable, qui m'a beaucoup remonté le moral, qui m'a aidé à tenir, parce que normalement, je ne devrais pas tenir avec ce que je passe actuellement. Et ce que j'ai dit au standard, c'est le plus dur dans la solitude, c'est un téléphone qui ne sonne pas. Ouais. Quelqu'un qui n'appelle pas pour savoir comment ça va, parce que je parle pour moi, pour ma mère, pour mon frère, parce que nous sommes dans un désarroi. C'est bête d'être obligé de le dire sur antenne,
Mais je pense que c'est pas seulement à Noël. Je voudrais tellement témoigner que c'est pas seulement à Noël que nous devrions sentir cet effet. C'est toute l'année. J'aimerais que ce soit Noël tous les jours. Parce que à la Noël, bien sûr, on le sent. Mais il y a tellement de malheureux. Moi, j'en fais partie actuellement. Parce qu'au mois de juillet, j'ai perdu un papa qui était adorable, comme bien d'autres de papas. Mais je voulais dire, je suis une Corse américaine. J'ai fait toutes mes études aux États-Unis. J'ai 2 pays que j'aime beaucoup, c'est l'Amérique et la France. Mon papa était canadien, ma mère est française. Et je tiens à dire que je me suis toujours battue, j'ai 49 ans, mais je me suis toujours battue pour la famille, les valeurs de famille, parce que c'est très important. On voit tellement d'enfants qui sont par obligation ou par indifférence obligés de se séparer de leurs parents, de les mettre dans des maisons de vieux ou de... J'aime pas ce terme d'ailleurs, parce que j'adore les seniors. Les enfants et les seniors, pour moi, c'est tellement précieux parce que c'est l'innocence même. Puis surtout les seniors, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'expérience. On apprend beaucoup à travers eux. On l'a bien vu avec André, oui. Voilà. Et je tenais à dire que dans ce monde qui devient de plus en plus impitoyable, il faut le dire, j'ai vécu quelque chose qui est assez dur parce que mon père était diabétique et assez fatigué. Et étant tombé sur un propriétaire scrupuleux a fait tomber mon père beaucoup plus malade, qui est parti à l'hôpital. Et je peux dire une chose, avec toute l'admiration que j'ai pour les infirmières, il y a eu maltraitance. Et je me suis entendue dire quelque chose que j'ai eu beaucoup mal au cœur à avaler, parce qu'il avait 80 ans, mais pour moi, il n'y a pas d'âge. On m'a dit, s'il a un malaise, votre papa, il est hors de question qu'on le ranime. Et j'ai demandé pourquoi. Et on m'a répondu, parce qu'on préfère animer quelqu'un de 20 ans que quelqu'un qui a le passé derrière lui. Et c'était terrible d'entendre ça. Et vous avez pu lui répondre à cette infirmière qui vous a dit ça? Je lui ai répondu, je lui ai dit pourquoi mon papa, pour moi, il n'a pas d'âge. Ils m'ont répondu, c'est comme ça, c'est un protocole. Donc, je dénonce un peu en même temps ma souffrance que j'ai depuis le mois de juillet parce que je me suis terrée chez moi pendant 2 mois. Surtout que je m'occupais de lui comme un bébé. Beaucoup, oui. Oui, je vous sens très émue. Il était amputé des 2 jambes, donc j'étais tellement occupée et investie. Et de le voir partir comme ça, quand il y tenait, et je peux simplement vous dire une chose, qu'ils l'ont aidé à partir quand ils auraient pu le prolonger. Et il paraît que ça se fait de plus en plus. D'où ma peur d'aujourd'hui de voir cette indifférence et mon plus grand désarroi, parce que moi qui adore les seniors, qui adore n'importe... Vous voyez, j'ai une chaleur humaine que je ferais n'importe quoi. Je pourrais aider quelqu'un. Alors, oui, Simone, justement, je vous coupe parce que vous avez démarré votre témoignage en disant ce qui est dur, c'est d'avoir un téléphone qui ne sonne pas. Mais vous avez un téléphone, est-ce que vous vous en servez pour appeler les autres, Simone? Je n'ai fait que ça, Sophie. Oui. Et l'indifférence, elle est là. L'indifférence, mais vous avez parlé de votre maman, je crois, et de votre frère. Oui. Alors, ma maman et mon frère, actuellement, vivent dans cet appartement où le propriétaire était peu scrupuleux. Et je cache pas, je le dis quand même honnêtement parce que je souffre avec eux. Et c'est un logement sans électricité, sans eau. Et je me débrouille pour apporter de l'eau. On est en train d'essayer de trouver un logement. Tout ça, c'est basculé en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous vous occupez beaucoup, si je comprends bien, de votre maman et de votre frère maintenant, c'est ça? Oui. Et donc vous n'êtes pas seul, vous donnez là beaucoup de vous. Je pense que ce qui me tient, c'est ça. Sinon, j'aurais sombré déjà. Déjà, j'aurais sombré parce que j'ai vu autour de moi comment c'était vide. Je me suis trouvée basculée dans un vide d'indifférence. Vous comprenez ce que je veux dire, Sophie? Et c'est pour ça que votre émission, je tiens à témoigner, m'a beaucoup aidée. Parce que je suis tombée dessus vraiment par hasard. Et j'ai écouté et vous êtes sentie moins seule dans votre souffrance et vos problèmes. Voilà, j'ai pu entendre des problèmes et c'est pas par égoïsme de dire bon, je suis pas la seule, pas du tout. Ça m'a ouvert les yeux et ça m'a dit mon Dieu, si on se donnait tous la main, ça serait tous les jours Noël, il faut le dire, parce que déjà je le sens pas Noël. C'est les autres années, parce que dans la précarité on le sent moins, bien sûr. Mais quand on a des chagrins comme ça, fous d'une injustice incroyable, on le sent encore moins et on ressent l'indifférence encore plus. Oui, mais Simone, je vous sens très révoltée. Vous voyez, vous parlez d'injustice. Quelquefois aussi, quand on prend sa part de ce qui nous arrive, on se sent moins en colère.
voyez. Et je vous dis ça pour apaiser un peu toute cette colère. Je ne sais pas si, voilà, vous vous faites aider ou s'il y a, parce c'est important que vous perdiez pas toute votre belle énergie qu'on sent derrière la colère et qui, voyez, part en fumée parce qu'il y a toute cette souffrance contenue dans de la colère, dans de la révolte. Il y a de la peine et de la colère parce que la dernière oui, mais comme une injustice et en même temps, oui, on a quelquefois des choses. Oui. Il y a une belle phrase qui m'a dit merci pour tout. Et j'ai pas pu le revoir. Votre papa, oui. Oui, j'ai pas pu le revoir. Il m'avait dit cette jolie phrase le soir d'avant. Mais c'est formidable, ça, Simone. Oui, mais il aurait pu tenir beaucoup plus longtemps. Mais Simone, vous avez fait un joli chemin avec lui. Vous avez été là, vous l'avez accompagné, vous avez dit merci, vous avez pu vous rendre compte. Quelquefois, on peut même pas se dire tout ça et se dire au revoir. Mais donc, vous êtes riche de cette relation avec votre papa. Ce que je voulais simplement dire, c'est que par message, j'en vois tant d'autres dehors. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas cette chance de pouvoir le crier sur l'antenne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je pense que c'est une chance immense de pouvoir le dire déjà ce soir à quelqu'un. Oui. Et c'est pour ça que j'avais dit, le plus dur, c'est vrai, même quand on a un peu de famille, même cette petite famille autour ne téléphone même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on parce qu'elle est sans doute habituée à ce que vous la portiez. C'est que comme vous les portez en permanence, eux, ils ne pensent pas vous porter. Ils comprennent pas ça. Vous voyez, comme vous donnez beaucoup et vous vous occupez beaucoup d'eux. Non, mais c'est pas ma mère et mon frère. Non, je parle pas d'eux. Ma mère et mon frère. Ah, d'accord. Je pensais que vous parliez d'eux. Je parlais des cousins. Oui. Vous voyez, il y a First Isa là qui envoie un SMS qui dit je pense qu'elle devrait aussi s'occuper d'elle maintenant. Oui, je suis d'accord avec First Isa là, Simone. Il y a un soin de vous à prendre maintenant que vous avez pris bien soin de votre papa. Ça n'empêche pas que vous continuez à prendre soin, bien sûr, de votre maman et de votre frère. Mais c'est de vous, maintenant. Je crois que ma mère et mon frère me remontent beaucoup déjà le moral d'être avec moi, déjà. Oui. Mais si vous voyez comment il le mérite, c'est-à-dire mon attention, il le mérite entièrement. Mais et très certainement. Si je pouvais faire pour d'autres, parce que j'essaye de le faire pour d'autres aussi en même temps, et je peux vous jurer que si tout le monde faisait pareil, de s'aimer et de s'entraider, il n'y aurait plus cette solitude qui détruit beaucoup de gens, parce que moralement, ils sont détruits quelque part, et ça a failli me détruire à moi, mais c'est vrai qu'un téléphone ou une indifférence, ou comment ça s'est passé à l'hôpital, ça tue vraiment, voilà ce que je voulais dire. Donc, et c'est pas seulement à Noël qu'il faudrait le crier, c'est à l'année, quoi, tous les jours. Ça se passe tous les jours comme ça. J'ai entendu un témoignage ce matin d'un monsieur qui disait, qu'est-ce qu'on fait de nos vieux? On les met dans des mouroirs. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas que les vieux, il y a même des plus jeunes, et il y a des enfants. Et c'est vrai que, moi je le vois, j'ai 49 ans, je sais qu'à tel âge, on a plus de mal à trouver du travail, on le ressent, mais c'est vrai qu'à partir de 60 ans, on considère les seniors comme plus bons à rien. Presque on les cacherait quand c'est la valeur, c'est de l'or. C'est de l'or parce que c'est eux qui nous ont fait le passage, c'est eux qui nous ont appris beaucoup de choses, c'est eux qui nous donnent tout cet amour. Et c'est eux qui montrent au monde comment faire et cette jeunesse ont peur de se regarder en face. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils n'imaginent pas 5 minutes qu'ils vont l'avoir, 60 ans. Ils vont avoir 70 ans, mais c'est un bel âge quand il y a de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je trouve que les seniors sont obligés de se battre, ou pour avoir un crédit, ou pour être mieux soignés, ou pour se montrer. Oui, en même temps, il y en a encore qui sont en très bonne forme très tard, vous voyez, Simone. Mais quand on parle de seniors, on les voit pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a tellement je vois même dans le tram, quand je le prends, parce que je suis à Nice, des fois, il y a des jeunes qui restent assis et qui ne laissent pas la place à des seniors. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce manque de comment on appelle ça, d'attention. Oui, et ça, par exemple, quelquefois, vous dites quelque chose à un jeune en face d'un... Oui, voilà. Moi, parce que ça s'éduque, hein. On peut éduquer, on peut s'éduquer les uns les autres. Mes enfants, moi, j'en ai 4, et il n'y en a pas un qui dirait pas, il se plie en 4 quand il voit quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est dès qu'on les élève comme ça. Mais à travers mon appel ce soir, ce que j'essaie de dire, Sophie, c'est que quand il se passe quelque chose, qu'on est vraiment à plat,
le monde dehors, on est comme dans un autre monde. Il n'y a pas cette réponse, comme vous dites, on dirait qu'ils ont peur. Ils ont peur de prendre 5 minutes pour écouter. Et là, c'est pour ça que je vous dis un grand merci ce soir. Ça me remonte beaucoup le moral et de pouvoir déjà le dire. Parce que ça fait déjà depuis le mois de juillet que j'ai ça dans moi et que je souffre énormément. Parce que je me dis, si tu l'avais pas amené à l'hôpital. Donc des fois, je culpabilise sur beaucoup de choses. J'étais bien obligée de l'amener, forcément. Oui. Et je souffre d'un propriétaire qui a fait arriver tout ça. Mais vous savez, Simone, c'est au mois de juillet, c'est encore tôt, mais il y a encore tout un deuil à faire autour de votre papa qui vous apaisera. Vous voyez, là, on sent quand on vous entend qu'il y a encore... et c'est normal, hein, c'est très long. Je peux vous avouer, même à 49 ans, dehors, quand je marche dehors, je pleure, j'appelle papa. Oui, mais vous savez, Simone, c'est long. C'est lent, c'est douloureux. Voilà, il y a plusieurs étapes dans le deuil. Et puis, vous êtes dans la deuxième phase, dans la phase de la colère, où il vous manque, où c'est douloureux. Et puis, il y a beaucoup de patience et de douceur à avoir envers vous, de laisser le temps, voyez, apaiser votre plaie et puis votre souffrance. Et puis, vous avez encore, vous dites, vous avez des enfants, vous avez votre maman, votre frère. Il y a encore beaucoup de monde, hein. J'ai aussi un autre frère qui est à Paris, qui s'appelle Louis, ça me fait souffrir un petit peu parce qu'il s'est un peu éloigné, mais que j'aurais besoin de temps en temps qu'il me téléphone, parce qu'il me téléphone plus d'ailleurs. Si jamais il écoute, peut-être ça pourra être un message pour lui. Mais en tout cas, je vous dis une chose, je vous remercie d'avoir pris mon appel, parce que je pense que si on pouvait parler plus souvent avec quelqu'un, ça ferait tellement de bien. Parce que vraiment, déjà ma mère et mon frère se sentent terriblement seuls. Parce que si c'était pas moi qui leur remonte un peu le moral malgré mon moral, personne ne le fait. C'est ça que je veux dire. Donc c'est ce silence familial, même en famille, vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a personne qui leur téléphone à eux, qui leur dit alors ça va. Simone, vous êtes là, vous êtes différente et voilà, vous mettez de la communication partout où vous passez. Merci Simone de nous avoir appelé. Moi qui vous dis un grand merci. Très bon Noël. Hein. Oui, on vous embrasse. Au revoir Simone. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Alors, il y a un SMS qui m'a fait éclater de rire, c'est celui d'Eridan qui vient arriver et qui dit « Et si pour rompre la solitude, nous quittions la Terre pour aller nous installer sur Europe ?» Eh ben, c'est ça, Eridan, venez tous, je vous attends dans le studio, plus on est de fous, plus on rit. J'accueille Louisette. Bonsoir Louisette. Bonsoir Sophie. Sophie, j'appelle parce que le témoignage d'André m'a beaucoup touchée. Et c'est à elle que je voudrais dédier cette histoire de rue à laquelle je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Que vous aviez envie de nous raconter à l'antenne. Oui, absolument. Voilà, c'était au mois de décembre 1985. Sortie du travail, il faisait déjà bien sombre. Et j'ai aperçu d'assez loin, devant une luxueuse vitrine de Neuilly, un clochard assis sur le trottoir. Et je me suis posé la question suivante: est-ce que je passe en faisant semblant de ne pas le voir? Est-ce que je jette une pièce à la dérobée? Ou, dans le meilleur des cas, c'est ce que je faisais parfois, est-ce que je m'arrête pour parler un petit peu avec lui? Or, je n'ai pas eu tellement le temps de me poser la question parce que devant moi marchait un monsieur et un tout petit garçon, tout petit, qui ne savait certainement pas parler. Arrivé à hauteur du clochard, le petit a lâché la main de son père et a été se planter devant l'homme en mettant ses petites mains derrière, et il se penchait d'un côté, de l'autre, en souriant. Et les gens se sont attroupés. Et le clochard qui baissait la tête a senti ce mouvement autour de lui. Il a relevé la tête et son regard a croisé celui du petit bonhomme qui était tout souriant.
Et lui aussi a souri, et dans ses haillons, il est vraiment devenu très beau, cet homme. On aurait dit que tous les deux partageaient comme un secret que la foule des anonymes ne pouvait pas comprendre. Et au bout de quelques instants, le clochard très doucement a porté une main dans la poche de son pantalon et il a sorti une pomme très douteuse qu'il a tendue au petit. Et le papa a laissé faire. Et le petit a pris cette pomme et s'est mis à la sucer devant le regard émerveillé du clochard. Tout le monde était ébahi. Oui. Et le père a sorti son portefeuille, sorti un billet du portefeuille. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, il faisait trop sombre pour le voir, mais c'était un billet de banque. Il l'a tendu au clochard, qui a fait signe de la main. Non. Non, oui. Et il a repris son petit bonhomme par la main. Ils sont repartis et tout le monde a suivi. Et je me suis dit que ce soir-là, eh bien, un tout petit bonhomme qui avait peut-être 2 ans, ou peut-être même un petit peu moins, avait peut-être sauvé un homme en lui rendant sa dignité. Oui, vous avez raison, Louisette. C'est une très très jolie histoire que vous nous contez là. Oui. Et chaque mois de décembre... Une histoire de don, une réelle histoire de don. Oui, une histoire de don parce que... Et personne n'a eu la mauvaise idée de donner une pièce au clochard. Ce qu'il venait de recevoir était bien plus important. Voilà, c'est simplement cette histoire que j'avais envie de raconter, de dédier à André qui a si bien parlé tout à l'heure. Oui, vous avez bien fait, Louisette, de nous appeler. C'est une belle histoire. Et puis, c'est vrai que vous avez raison de souligner que, voilà, il y a Sergio qui dit, waouh, belle histoire, belle émotion. Les enfants sont magiques et vrais. Et puis, c'est merveilleux de pouvoir témoigner de ce don, vous voyez, du fait effectivement que tout ne passe pas par l'argent, voilà, et que effectivement une pomme, un sourire, une parole, juste voilà, prendre soin les uns des autres, pouvoir se parler. Cette pomme, c'est aussi le symbole du soin qu'on peut se parler, qu'on peut se donner. En fait, j'ai admiré les trois. J'ai admiré ce petit enfant qui était, comme tous les petits enfants, dans son authenticité, ou dans sa fraîcheur, oui. Oui, j'ai admiré ce papa qui a accepté que l'enfant suce quelque chose qui n'était vraisemblablement pas propre. Et j'ai admiré ce mendiant qui a vu quelque chose d'essentiel dans ce partage, parce qu'il y a eu partage. Oui, et puis c'est joli parce qu'il y a eu un partage, quasi entre 3 générations. Je ne sais pas quel âge avait le clochard, mais vous voyez, il y a un papa, ce petit garçon, cet homme peut-être probablement plus âgé. Oui, le clochard était plus âgé que le papa. Oui, donc on peut dire 3 générations, oui, à peu près. Oui. Ouais. Et je me posais, comme un petit peu encore chaque année, mais au moment de Noël, des questions par rapport à la foi. Et la conclusion a été la suivante. Eh bien, si un tout petit, en cet hiver 1985, a été capable de sauver un homme en lui redonnant confiance et dignité, eh bien peut-être qu'un autre tout petit, qu'on appelle Jésus, aurait bien pu venir sur terre pour me sauver, pour nous sauver tous. Je suis repartie avec cela. Ouais, il y a Jean-Paul qui dit l'amour perdure renaît par les enfants, et vous avez raison que le symbole de la crèche, c'est un bébé, c'est un enfant qui naît.
comme une promesse. Voilà. Après, effectivement, hein, qu'on y croit ou pas, ou qu'on soit croyant, mais il y a quand même tout un symbole hein, dans la nativité d'un enfant qui naît, donc d'un cycle nouveau. Tout à fait. Voilà. Exactement ça. Et puis d'un enfant qui est finalement pour prendre soin, parce qu'un bébé qui naît, c'est quelqu'un qui a besoin que les adultes prennent soin, de le guider, de le faire grandir, de guider ses premiers pas. Donc le symbole est très important du soin qu'on peut apporter les uns aux autres dans le plus fragile qui a besoin de nous, en l'occurrence là un bébé, mais ça peut être un adulte, ça peut être un clochard dans la rue. Oui, qui a eu besoin de ce tout petit. Oui. Il y a un très joli SMS là qui nous arrive de Corinne qui dit: je suis chauffeur-livreur de nuit. Caroline me connaît, donc Caroline Dublanche, et je suis en pleurs. Merci madame. Donc merci à vous Louisette de remettre les pieds sur terre. Voilà, de nous remettre les pieds sur terre. Ça me fait très plaisir si cette histoire vécue peut faire du bien aux gens. Oui, parce que Louisette, vous voyez, c'est vraiment là, on est dans une période où on a vraiment besoin de se réchauffer le cœur, de se raconter aussi des belles histoires dans les choses difficiles de la vie. On a besoin d'y croire, hein. Alors de croire à quoi, à comment, mais d'y croire, de croire tout simplement dans la vie, dans notre capacité à vivre ensemble, à être ensemble. Hein. On est dans une époque, oui. À aimer. On est dans une époque sans doute très dure, parce que très très violente, sous des airs comme ça de facilité matérielle, de rues qui brillent, de boutiques pleines, mais c'est un monde difficile, hein, c'est une vie dure qu'on vit en ce moment entre nous, et on a, je crois, encore plus besoin de chaleur, de nous sentir très humains. Là, je reçois également un SMS, on dirait du Dickens sous les haillons, la révélation de l'humanité. Et puis Eridan qui nous dit: conclusion de cette belle nuit, la solitude est une ombre qui s'efface dès qu'on l'éclaire par la parole. C'est joli. Oui, c'est très joli ça. Ouais. Oui. Oui, Louisette, merci encore de votre appel. Hein. C'est une très jolie histoire que vous nous avez racontée ce soir à l'antenne. Oui, et merci à vous, et que les gens trouvent dans des histoires vraies ou imaginaires, mais quelque chose qui puisse réchauffer les cœurs. Oui. Parce que c'est vrai que la solitude, en particulier au moment des fêtes, je pense, est encore plus grande. Oui, elle est ressentie d'autant plus durement que c'est un moment où on a envie d'être ensemble, parce qu'on sait que plein de gens sont ensemble. Voilà. Et donc, si on est un peu seul, on se sent d'autant plus seul qu'on sait les autres ensemble à partager de la chaleur. Alors, c'est ressenti forcément beaucoup plus durement. C'est ça, oui. Ouais. Oui. Merci encore, Louisette, à vous, hein, de votre très joli appel. Je vous souhaite un bon Noël. J'espère que vous allez partager bon Noël à vous, bonne année. Plein de bonnes choses, hein. Merci beaucoup pour tout. Voilà, merci Louisette, merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. Et puis... Voilà, il nous reste 5 minutes avant le journal de la nuit. J'en profite du coup parce qu'on a malheureusement plus le temps de prendre un auditeur ou une auditrice, mais voilà, on sera là bien sûr demain à 23h. N'oubliez pas d'ailleurs que le standard ouvre à 22h30. Je voulais vous lire le SMS d'Emmanuel. Emmanuel, j'avais envie de finir là-dessus parce que je trouvais ça très important et aussi très joli, qui nous dit: je connais la solitude depuis longtemps. J'ai eu 50 ans le 17 décembre là, et je n'envisage pas de la rompre. Je n'ai jamais été aussi bien. Alors je remercie Emmanuel de ce SMS parce que ça me donne l'occasion de reparler un petit peu de cette solitude, parce que finalement au cours de notre vie on est très souvent tous confrontés à ces deux solitudes, hein. L'une qui nous détruit et puis une autre qui peut nous mener sur un chemin
constructeur. Et justement, la solitude qui nous construit, c'est une solitude acceptée. Mais bon, voilà, on passe des périodes et puis devenir adulte, c'est parfois sans cesse se séparer, se détacher, afin de pouvoir se centrer de plus en plus non sur soi, mais en soi. Et puis, c'est une évolution qui se fait à travers l'apprentissage du détachement et qui se poursuit toute la vie. Donc, on a un très long chemin devant nous, parsemé d'épisodes quelquefois de solitude, des épisodes parfois bien vécus et puis quelquefois des épisodes qu'on a du mal à vivre parce que tout d'un coup ça nous touche, c'est plus compliqué. Et puis comme c'est bientôt Noël et que je sais que voilà vous êtes un peu tous dans les achats, il y a des livres que j'aime beaucoup et dont je voudrais profiter là d'avoir quelques minutes pour vous parler, des très jolies histoires. Alors un dont j'avais envie de vous parler qui est justement sur la solitude, qui s'appelle L'Esprit de solitude, qui est de Jacqueline Kellen, K-E-L-E-N, et qui est l'éditeur, c'est La Renaissance du livre, pardon. Et ce livre montre comment la solitude peut aussi être une heureuse plénitude, justement un peu comme nous le dit Emmanuel, une clé de la vie intérieure et créative, comment la solitude peut permettre à un individu de se découvrir, d'apprendre à affermir sa pensée, à s'ouvrir à celle des autres. Elle nous dit que voilà, celui qui aime n'est jamais seul. Et puis j'ai noté une autre citation d'elle que j'ai trouvée très belle. La plupart des humains vivent et meurent seuls, croit-il, parce qu'en fait, ils n'attendaient que d'être aimés. Et oui, c'est souvent une très grande blessure d'amour, la solitude. Et puis enfin, elle nous dit aussi le chemin de maturité conduit à aimer bien plus que d'être aimé. Alors voilà, on retrouve là dans ce témoignage l'histoire que nous a contée Louisette et l'histoire également d'André tout à l'heure, ce chemin de maturité qui conduit à aimer bien plus que d'être aimé. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. J'ai bien d'autres livres dont j'aurai l'occasion de vous parler pendant la semaine, des jolies histoires à vous raconter. J'en ai plein ma besace de petites noisettes pour vous tenir chaud au creux de l'hiver. On se retrouve demain dès 23h. Et puis il y aura donc Quentin et Justin qui seront au standard demain. Donc je crois même que c'est Quentin et Assiba. J'ai dû me tromper. La jolie Assiba qui vous retrouveront dès 22h30. Voilà. Eh bien écoutez, très belle nuit à vous. J'avais envie aussi de vous laisser avec cette jolie phrase d'une chanson, vous savez, de Georges Moustaki qui dit je ne suis jamais seule avec ma solitude. Alors belle solitude de la nuit à vous et à demain. Je vous embrasse. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.